Bonjour et bienvenue à New York. Bienvenue à l'ONU pour un entretien exclusif avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Merci. Merci d'autant plus de prendre ce moment avec nous parce que c'est un agenda très chargé pour vous en ce moment avec la crise en Syrie, l'Assemblée générale qui pointe du nez très bientôt. Je vais commencer tout de suite par la Syrie. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe, M. Lavrov, et votre envoyé spécial Lakhdar Brahimi ont dit ensemble cette semaine passée à Genève qu'ils espèrent trouver une date pour une conférence de paix sur la Syrie. Est-ce que vous-même, vous espérez que la voie diplomatique va porter ses fruits? Nous avons été les témoins de terribles tragédies en Syrie. La seule solution viable est une solution politique. Et c'est la raison pour laquelle nous œuvrons très dur avec Lakhdar Brahimi et les initiateurs russes et américains de convoquer une conférence à Genève. J'ai eu des pourparlers extrêmement positifs ce matin avec Lakhdar Brahimi qui m'a informé d'une réunion trilatérale. Nous allons essayer de convoquer cette conférence le plus tôt possible, peut-être en septembre, mais septembre risque d'être une période trop pleine d'événements, avec des discussions, l'Assemblée générale, des négociations, et il faut qu'on attende le rapport de la Commission d'enquête des Nations unies sur les armes chimiques. Donc je pense que nous allons essayer de trouver une date. Est-ce que le mois d'octobre vous semble réel possible pour cette conférence de paix, Genève 2? Notre objectif est de tenir cette réunion à un moment ou à un autre en octobre, mais il faudra faire beaucoup de travail là-dessus, car la situation évolue très rapidement sur le terrain, ainsi que le contexte politique. Et cette conférence va traiter aussi avec l'Iran. Est-ce que l'Iran va participer? Cela reste à déterminer. Cela reste à décider. Nous n'avons pas encore décidé qui devrait participer à cette conférence, notamment en ce qui concerne la participation de l'Iran et de l'Arabie saoudite. Donc, il se pose une question sérieuse. Comment faire représenter les forces de l'opposition? Nous leur demandons d'être unis, de n'avoir qu'une seule délégation qui pourrait avoir l'autorité pour représenter la volonté et les voix du peuple syrien. Bien sûr, il y aura un représentant du gouvernement syrien, bien sûr. Avant de voir cela, il y a aussi la question qui occupe l'avant de la scène, c'est-à-dire l'utilisation des armes chimiques. Il y a le rapport de l'ONU qui va sortir bientôt, très bientôt. Vous avez dit vous-même que le rapport avait été accablant, qu'il y avait des indices accablants que les armes chimiques ont été utilisées le 21 août. En effet, nous avons vu des images horribles de ce qui s'est passé le 21 août à Ghouta, dans la banlieue de Damas. Nous avions travaillé très dur pour prévenir de telles tragédies, mais au jour d'aujourd'hui, à un moment où tout le monde dit que des armes chimiques ont été utilisées, moi je crois personnellement que des armes chimiques auraient pu être utilisées. C'est une conviction personnelle, là. Oui, mais officiellement, les constatations officielles seront présentées, fondées sur des analyses scientifiques dans le cadre du rapport de la commission d'enquête de l'ONU. Le Dr Sellström va soumettre son propre rapport. C'est votre inspecteur en chef. Très bientôt. Je sais que le mandat pour ce rapport a été imaginé de telle manière à ne pas montrer du doigt un utilisateur de ces armes chimiques. Mais nous savons tous que dans la rédaction d'un tel rapport, on peut montrer entre les lignes qu'il y a une des parties qui a utilisé ces armes chimiques. Croyez-vous que cette rédaction va montrer du doigt celui qui a perpétré cette attaque?
Mon mandat et celui du Dr Sellström et de son équipe d'enquêteurs est de déterminer si des armes chimiques ont été utilisées. Nous ne sommes pas mandatés pour déterminer qui a utilisé les armes chimiques contre qui. Mais est-ce que, dans le rapport, à la lecture de ce rapport, il y a des conclusions qui vont être évidentes. Peut-être selon le type d'armes chimiques utilisées. Seulement le régime a accès à un certain type d'armes. Comme vous le savez, les enquêteurs ont recueilli des preuves environnementales et biologiques et je suis sûr que les scientifiques et les laboratoires ont analysé de manière scientifique et ont fait des constats scientifiques. Dans l'immédiat, je n'ai pas encore vu le contenu du rapport. Mais les indices sont concluants. Je le crois. Mais les réponses définitives et officielles devront attendre le rapport. Bien, j'ai compris. Donc, dites-moi, à la fin du mois d'août, est-ce qu'une intervention militaire était vraiment imminente? Dans les dates 30 août, 31 août, est-ce que vous pensiez que nous étions sur le point de voir une intervention? Je ne suis pas à même de décider, de déterminer si c'était probable ou pas. Ça a été beaucoup discuté par les États-Unis et certains pays européens. Vous craignez que ça pouvait se passer? Oui, je croyais que la situation était assez sérieuse et qu'une frappe pourrait être imminente, mais je n'ai pas participé au processus. Il y a 10 ans, votre prédécesseur, Kofi Annan, avait décrit l'intervention en Irak par les États-Unis comme étant une action illégale. Dans ce cas actuel, s'il n'y avait pas un mandat de l'ONU pour une intervention militaire par les forces militaires, est-ce que vous considéreriez que cette frappe serait illégale? J'ai clairement indiqué ma position et celle des Nations Unies à plusieurs occasions, plusieurs fois, et toutes les discussions montrent que toute opération doit être inspirée, doit être compatible avec la Charte des Nations Unies. Quand on parle de l'ONU, est-ce que vous êtes partisan d'une résolution dont la rédaction serait très forte c'est-à-dire comment Bachar al-Assad doit liquider ces armes chimiques? Il y a le chapitre 7 de la Charte qui donne de la capacité de contrôler cette liquidation. Les Russes sont plutôt contre cette option. Qu'est-ce que vous pensez serait le mandat le plus clair pour venir au bout des types d'armes chimiques déployées et comment les liquider? Tout d'abord, il faudra que je lise le rapport de Dr Sellström et de son équipe. Si ce rapport confirme que des preuves scientifiques existent, que des armes chimiques ont été utilisées, cela représenterait une violation grave du droit international. Je crois que la communauté internationale devrait, dans ces circonstances-là, prendre des mesures fermes et nécessaires pour veiller à ce que ce genre de crime ne se reproduise plus jamais et traduire les auteurs de ce crime en justice. Le Conseil de sécurité devra jouer un rôle décisif à cet égard pour veiller à ce que ce genre de crime ne se reproduise plus jamais et que les auteurs soient traduits en justice. Un rôle décisif, normalement, ça implique le chapitre 7, le mandat qui est très fort. C'est ça que vous voulez dire? Je crois qu'il faudra une action décisive et ferme par la communauté internationale dans ce cas-là. Vous avez dit, on a entendu que M. Bachar al-Assad a perpétré beaucoup de crimes contre l'humanité. Est-ce que lui devrait répondre de ces crimes? Est-ce qu'il doit répondre de ces crimes devant la Cour de la Haye?
l'utilisation ou la menace d'utiliser des armes chimiques ou toute autre forme d'armes de destruction massive par quiconque, dans n'importe quelle circonstance, pour quelque motif que ce soit, devrait être condamné, doit être condamné, et il faut que les auteurs soient traduits en justice, car il s'agit de crimes graves contre l'humanité et cela viole le droit international. Et donc c'est Bachar al-Assad qui a... Quel que soit l'auteur de ce genre de crime. J'ai vu une citation de vous que Assad est un des pires menteurs auxquels vous avez eu affaire dans votre carrière. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à Damas pour mener des négociations avec lui? Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, quelles que soient les circonstances, si je peux être utile pour apporter la paix, la sécurité et la stabilité. Les combats doivent cesser. Et nous devons commencer un dialogue. Et si jamais la proposition vous était faite comme ceci, si vous donnez l'immunité sur le plan juridique à Bachar al-Assad, il accepte de quitter le pouvoir, que feriez-vous? Est-ce que vous préférez maintenant signer pour que les combats cessent, mais peut-être au prix de laisser s'échapper à la justice un criminel? Il serait prématuré de ma part de prononcer un tel jugement. La situation évolue rapidement. La Russie et les États-Unis sont en négociation pour établir les modalités pour traiter les armes chimiques et leur éventuelle destruction en Syrie. Le gouvernement syrien a exprimé son intention de signer la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Et les Syriens disent qu'ils se sont engagés à se conformer à toute la réglementation de cette convention sur l'interdiction des armes chimiques. Donc il y aura des réponses à toutes ces questions dans la suite des événements. Tout de même, les victimes de ces attaques chimiques ne sont qu'1% des 120 000 victimes de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Il me semble difficile de réduire tout ce conflit à cette seule question des armes chimiques. Il y a beaucoup d'autres terrains de travail. Vous avez des inspecteurs qui doivent être sur le terrain alors qu'il y a la guerre civile autour d'eux. C'est impossible. Ce que vous dites est vrai. C'est la raison pour laquelle j'ai répété souvent que tant que ces armes chimiques représentent un crime horrible et que de nombreuses personnes ont été tuées. Mais par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue le fait que la poursuite des combats, depuis 2 ans et demi, plus de 100 000 personnes ont été tuées, 7,5 millions de personnes sont devenues des déplacés internes ou des réfugiés. Donc, nous devons mobiliser toute l'aide humanitaire possible pour les aider et nous devons faire tous les efforts diplomatiques nécessaires pour mettre fin au combat. Dernière question sur la Syrie. Est-ce que vous ne craignez pas que Bachar al-Assad sait très bien et qu'il joue la montre? Il sait que le temps nécessaire à identifier et liquider les armes chimiques lui donne du temps pour continuer à gagner sur le terrain avec les armes conventionnelles. Ça a été très encourageant de voir que la Russie et les États-Unis ont pris une initiative à laquelle le président Assad a répondu de manière positive en disant qu'il était prêt à ce que les armes chimiques soient soumises à un suivi, à une veille, à une éventuelle destruction. Mais je comprends que la communauté internationale soit sceptique. C'est un scepticisme que vous partagez, non? Oui, je partage en partie ce scepticisme. Donc il est important pour les autorités syriennes de prendre l'engagement sincère et loyal de mettre en œuvre leurs paroles, de prouver leur bonne foi, de prouver que leurs propositions sont sincères.
J'aimerais que nous regardions un peu plus loin maintenant, pas trop loin de la Syrie. C'est un pays voisin, un pays qui est un peu oublié des titres journaux, de journaux. Plus de 4000 morts depuis le début de l'année. Il s'agit de l'Irak, bien sûr. Même aujourd'hui, il y a une bombe qui a explosé. Est-ce que vous ne craignez que 10 ans après l'intervention américaine en Irak, ne puisse éclater une nouvelle guerre? Après le départ des forces américaines et des forces de la coalition de l'Irak, nous nous attendions à ce que l'Irak puisse profiter, par ses propres moyens, de la prospérité, de la stabilité politique et de la sécurité. J'ai rencontré mon représentant spécial pour l'Irak, M. Maladinov, et j'ai été tenu informé de la situation. Nous suivons la situation de très près. Il est vrai que nous avons été très troublés par la suite des attaques terroristes contre la population civile, ce qui est inacceptable, et nous devons vraiment les aider. Le gouvernement irakien devrait également essayer de stabiliser la situation politique intérieure et de favoriser un dialogue inclusif impliquant toutes les parties prenantes. Donc je les incite à le faire. Regardons alors l'Iran. Un nouveau président a été élu, Rouhani. Il a fait comprendre qu'il est prêt à négocier sur les questions du programme nucléaire iranien, mais ces négociations n'ont pas progressé depuis quelques mois. Il prévoit de venir à l'Assemblée générale. Est-ce que vous entendez avoir des réunions avec lui? Est-ce que vous voyez de l'encouragement dans les messages qui émanent de Téhéran? J'ai suivi de très près l'évolution de la situation en Iran. Il est vrai que l'Iran envoie des messages positifs, ce qui est encourageant. Ils essayent de dialoguer avec la communauté internationale et ils indiquent qu'ils sont disponibles pour un dialogue. Je me suis entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Zarif. J'ai envoyé le sous-secrétaire général pour le Proche-Orient, Jeffrey Feltman, qui a eu une excellente réunion avec le ministre des Affaires étrangères. Et j'attends avec intérêt ma rencontre prochaine avec le président Rouhani et avec le ministre des Affaires étrangères Zarif également. Nous apprécions la nouvelle attitude et les signaux positifs qui viennent de Téhéran. Tout cela doit être accueilli. Et tout cela doit être suivi par des mesures pratiques et concrètes de mise en œuvre. Donc j'incite les membres des 5 pays plus 1 de continuer leurs consultations et leurs négociations. Et pour ma part, en tant que secrétaire général, je ferai tout pour faciliter l'atmosphère, l'ambiance. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'au fond des choses, l'Iran est sur le chemin de créer un programme militaire, comme la Corée du Nord l'a fait d'ailleurs? Il existe 5 résolutions du Conseil de sécurité et il est important pour les Iraniens de se conformer à toutes les résolutions du Conseil de sécurité pour prouver qu'ils sont sincères. Comme il s'agit d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau président, il faut leur donner du temps pour qu'ils fassent preuve de bonne volonté. Il est toujours important d'avoir un dialogue. C'est la raison pour laquelle j'anticipe avec beaucoup de plaisir ma prochaine réunion avec le président Rouhani et le ministre des Affaires étrangères, Zarif. J'aimerais regarder du côté de l'Afrique maintenant, la République démocratique du Congo. La mission de l'ONU MONUSCO sur place a été débordée, selon certaines critiques, qui n'a pas maîtrisé la situation sécuritaire à l'est du pays. Et maintenant, le mandat a été renforcé. Il y a une brigade d'intervention qui est sur place et qui a eu des combats même. C'est une ère nouvelle pour les casques bleus et peut-être même pour le rôle de maintien de la paix de la part de l'ONU. Est-ce que vous êtes optimiste que ce mandat avec un peu plus de force change ce qui se passe sur le terrain? La brigade d'intervention a réussi à stabiliser la situation depuis un mois.
Maintenant, nous assistons à une stabilité relative à Goma, dans le Nord Kivu, grâce à la détermination, la volonté politique de résoudre la situation. Et par ailleurs, il y a des pourparlers de paix à Kampala avec le gouvernement congolais et le représentant du M23. Donc, ces pourparlers vont, j'espère, être fructueux. Un autre pays qui appartient aux oubliés, c'est la République centrafricaine. Il y a un chaos total actuellement. Tous les jours, il y a des morts. Les forces de l'ordre sont absentes. Est-ce que l'ONU doit intervenir, à votre avis? Quel engagement est-ce que l'ONU peut prendre ici? Ça, c'est un autre domaine qui nous préoccupe beaucoup. Suite au renversement du gouvernement dans la République centrafricaine, il y a de l'instabilité permanente. J'apprécie l'intervention de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour leur participation active. Mais ça ne suffit pas. Ça ne marche pas. Alors, est-ce que l'ONU devrait s'engager plus? Nous devrons continuer à en parler. Nous avons envoyé une équipe d'évaluation et à partir des résultats de leur évaluation, je vais entamer des discussions avec les membres du Conseil de sécurité sur ce qu'il faut faire. Au fond, l'Union africaine et les organisations régionales devraient jouer un rôle de leader plus important, mais les Nations unies sont toujours disposées à aider. Très bien. Il y a une dernière question, un dernier pays. J'aimerais évoquer Haïti. Après le tremblement de terre, il y a 2 ans et demi, il y a eu une épidémie de choléra. 8000 personnes sont mortes. Il y a beaucoup d'indices scientifiques qui montrent maintenant, qui démontrent que les casques bleus népalais étaient la source de cette épidémie. L'ONU a opposé une fin de non-recevoir. Il n'a pas exprimé des regrets pour cet incident. 8000 personnes sont mortes. Pourquoi, Monsieur le secrétaire général, vous n'exprimez pas les regrets publiquement? Nous sommes très attristés par tout ce qui s'est passé. Juridiquement, nous avons répondu que cette affaire n'est pas recevable en termes juridiques. Mais les Nations unies ne sont pas restées inactifs. Les Nations unies et moi-même, nous sommes engagés, nous avons apporté de l'aide. Nous œuvrons très étroitement. Oui, je le sais très bien que vous faites des efforts, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile d'exprimer publiquement des regrets dans ce cas? Comme vous le savez peut-être, une commission d'enquête composée de scientifiques mise en place par moi-même, leurs constats initiaux n'étaient pas clairs. Mais ils ont changé d'avis. Certains membres de la commission, de nombreux mois plus tard, ont changé d'avis. Je ne sais pas si cela a un caractère officiel ou pas. Par conséquent, ce qui est important aujourd'hui, plutôt que de nous en tenir aux aspects juridiques, et il n'est pas scientifiquement clair ou établi. C'est la raison pour laquelle nous mobilisons les ressources nécessaires pour aider ces personnes. Le taux de mortalité a diminué, les cas de choléra ont également diminué. Donc, le gouvernement et la communauté internationale animée par les Nations unies continuent à aider. Alors, une dernière question. Je sais que vous êtes impliqué pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes à travers le monde et au sein de l'ONU. C'est votre 2e mandat et votre dernier mandat. Est-ce que vous pensez que votre successeur devrait être une femme pour la première fois de l'histoire de l'ONU? Je suis le 8e secrétaire général des Nations unies et d'ici la fin de mon mandat, les Nations unies auront existé depuis plus de 70 ans, depuis la fondation des Nations unies.
Il y a une grande sensibilité à l'importance de l'égalité entre hommes et femmes et nous avons encouragé cela. Les Nations unies ont donné l'exemple pour augmenter la promotion de la femme et beaucoup de pays suivent l'exemple des Nations unies aujourd'hui. Mais c'est aux États membres de décider du moment opportun. Il y a des candidates très distinguées pour me succéder. Mais ce n'est pas à moi de décider. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'excellentes candidates. Alors, Monsieur le Secrétaire général, merci d'avoir trouvé du temps dans votre agenda chargé pour répondre à nos questions et merci à tous qui ont suivi cette édition spéciale de l'entretien du siège de l'ONU à New York et restez avec nous sur France 24.